day after day, alone on the hill. The man with a smile is keeping very well. Non, bah, quand j'arrive forcément Beaumanière, c'est vrai que comme tu dis, c'est une vraie institution. Donc il y a des codes, une espèce de règles comme ça qu'il va falloir petit à petit amener au changement. Mais finalement c'est bien parce que moi je suis en mutation. À ce moment-là, tu veux dire? Bah je crois, enfin j'ai 35 ans, on commence à comprendre 2-3 trucs. Ça me va très bien de prendre la maison comme elle est finalement. Elle est comme ça, un peu brute et l'endroit est magique. Donc moi j'essaye déjà de faire un tour de l'horloge une fois, de faire une année complète pour savoir comment ça fonctionne. Et c'est pas si simple que ça parce qu'encore une fois c'est très codifié, il y avait des choses comme ça un peu. Mais moi j'arrive ici, voilà, il y a beaucoup de choses à assimiler et j'essaye d'en faire quelque chose, d'écouter, de comprendre, beaucoup de parler avec M. Charial, beaucoup de parler avec les clients. Monsieur Charial te dit quelque chose par rapport à voilà, les plats qui sont identitaires ici? Oui, alors il y a le gratin gigot, il y a la crêpe soufflée, le millefeuille, même si on les a tous retravaillés, ils sont là, bien présents. Et finalement, même à l'époque, je ne le comprenais pas encore. Je me dis gratin gigot, ouais, peut-être que c'est un peu simpliste. Mais en vérité, si votre gratin il est magique et que votre gigot il est magique, ça suffit pour que ça soit magique. Il y a des plats qui sont très poussés et d'autres qui le sont un peu moins. On fait le combat des titans entre le caviar et le petit pois du jardin, les plus petits, crus, 20 grammes de petits pois, 20 grammes de caviar, un blinis. On a retravaillé la cuisson du blinis. Bah voilà, et ça suffit des fois aller chercher quelque chose d'assez authentique. Il y a des fois du caractère dans les assiettes, c'est-à-dire qu'il y a de la force, mais des fois il y a aussi de la délicatesse pour la compréhension, parce que le petit pois ne nécessite pas d'être contrebalancé avec quelque chose de très vif. But everybody's knows they just can't see the fool. They just can't see the fool. Monsieur Charial m'a dit, ici le petit pois c'est le caviar vert. Et donc je me suis dit, on va l'associer au caviar, on va voir ce que ça donne. Et ça marche bien, ça matche bien, surtout quand je crois qu'on a des petits pois ici avec un terroir qui est propice en tout cas aux petits pois parce qu'on a des petits pois magiques. Ils sont juste dingues, franchement. Moi quand je les ai mangés pour la première fois, j'ai l'impression que c'est la première fois que je mangeais des petits pois. Donc c'est le caviar de Beaumanière, donc il est cultivé ici, comme certains de nos légumes. Pas tout encore, mais on travaille pour que dans 3 ans, on soit, je dirais presque autonome sur les garnitures de nos plats. Donc ce plat s'appelle le combat des titans. Quelques petits filaments de menthe. Je trouve que c'est très, très sympa dans le petit pois, c'est très sympa. On n'en met pas beaucoup. On en met 2, 3. Pas plus parce que l'idée c'est pas de se dire tiens il y a de la menthe. C'est de se dire est-ce qu'il n'y aurait pas de la menthe. C'est presque de penser que le petit pois est mentholé naturellement. Voilà, c'est une suggestion. C'est pas une affirmation. Ah, la petite boule d'Alban là, bon bah on a bien compris à la forme et du caviar et du petit pois. Et le fait d'avoir cette hauteur et finalement ce bassin nous donne l'envie de le manger de façon très subtile. Et finalement je pense que c'est nécessaire à ce plat, les petits pois, le caviar, on est dans la minutie, on est dans la bijouterie, dans l'orfèvrerie. Et l'idée c'est que vous le mangez comme ça, au compte-gouttes quoi. Presque à la fin vous pouvez me dire combien il y a de grains de caviar et combien il y a de grains de petits pois. Et donc si vous le mangez dans un autre plat, presque vous allez le manger comme ça. Et vous n'allez pas prendre le temps de comprendre en fait. Et vous allez passer à travers. Quelques petits morceaux de pommes de terre. Ça c'est juste pour apporter une résonance. Hein, la boîte crânienne, c'est une espèce d'instrument de musique presque. C'est une boîte de résonance. D'ailleurs, ce serait intéressant un jour de faire un plat avec les oreilles fermées comme ça. On peut s'apercevoir si on fait ça en mangeant le même plat avec le même jeu de texture, on peut s'apercevoir qu'en faisant ça, la texture prend pas sur le goût. Parce que ça résonne tellement, qu'on est tellement pris par le son, que le goût devient presque annexe.
Donc c'est intéressant de travailler sur les textures, mais il faut faire attention parce qu'une texture peut prendre vraiment le pas sur un goût. Donc il faut le doser avec parcimonie aussi. Voilà, que je vais chercher tout de suite, je reviens. Et du coup j'aime bien parce que regarde, touche-toi, regarde, touche tout partout. Il a le même, apparemment c'est croustillant, mais tu vois, il n'y a pas d'endroit où il y a une différence de, il est hyper régulier en fait, il est hyper homogène, ce qu'on n'avait pas avant. On avait des endroits où il y avait plus de, ouais, exactement. Mais là, tu as vu, il est tout, et j'adore ce côté, ouais. Du coup, on le cuit en direct comme ça dans la poêle et c'est génial. Le combat du titan, voilà. L'identité culinaire de Baumanière, c'est quoi? C'est poétique, philosophique, honnête. Voilà, c'est ça. Voilà. Poétique, philosophique, j'aime beaucoup. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de philosophie, mais je trouve que la cuisine, c'est pas une démonstration, c'est un ressenti. Alors, on a pensé à beaucoup de choses, à des cuissons un peu différentes, mais on n'est pas là pour démontrer, nous on est là pour comprendre des choses et les mettre en exerce dans les assiettes, si tant est qu'on puisse le faire, et finalement essayer de capter une espèce d'alchimie entre le produit et le client, créer une harmonie peut-être entre eux. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Je ne me sens pas obligé aujourd'hui de mettre dans mes assiettes 15 000 choses pour montrer que je suis un cuisinier, quoi. Au contraire, je trouve qu'aujourd'hui, la maturité que j'ai, elle est encore croissante, j'espère que je vais encore évoluer, mais j'ai plus besoin de faire ça, quoi. J'ai plus besoin de faire plein de petites choses dans l'assiette pour montrer qu'on est capable. Dès qu'il arrive à Baumanière, Glenn défriche son nouveau terrain de jeu. Il va ainsi dénicher tous les artisans qui sont autour de lui. Céramistes et souffleurs de verre, tailleurs de pierre, maroquiniers, ébénistes, vanniers, sculpteurs. Et il va créer sa table avec eux. C'est-à-dire qu'on est dans une maison assez poétique. Et je me suis dit, ici, il y a beaucoup d'artisans et ce serait dommage de ne pas aller les voir et puis de travailler main dans la main pour essayer d'aller plus loin encore dans l'expérience. Et donc, on a autour de nous le tailleur de pierre qui est à 150 mètres, le vannier qui est à 25 km, souffleur de verre à 15, et puis Cécile qui est maintenant salariée de la maison, qui travaille tous les matins dans un local qu'on a conçu spécialement pour elle. Et donc ici, vous avez un petit aperçu de ce qu'on fait ici. Ça c'est Alban, souffleur de verre à Saint-Rémy. Voilà, on voulait finalement on voulait aussi à travers les cloches montrer la diversité de réflexion et surtout créer du dynamisme. Parce que ça peut être un peu, quand c'est répétitif, ça peut être ennuyeux. Et finalement, quand vous arrivez avec une cloche comme ça, une cloche comme ça, une cloche comme ça crée forcément du rythme. Et donc, on s'ennuie moins à travers le repas. Et celle-là, tu l'utilises pour? Celle-là, je l'utilise pour le croque-cabillaud. C'est-à-dire que c'est toujours, comme je disais, le travail autour du souvenir. D'ailleurs, on a nous, un prédessert qui s'appelle « Le souvenir est un ingrédient ». Donc, on travaille finalement le goût, bien sûr, mais on essaie d'encore mettre en avant un geste ou un souvenir de quelque chose. Et on a tous, par exemple, été mettre un doigt dans un cul de poule quand la maman elle faisait un gâteau. Et donc, nous, on a recréé ça à travers un pré-dessert. Donc voilà, juste pour le côté, on va lécher une maryse, quoi. Donc voilà, alors c'est bizarre, on se dit faire ça ici, et puis finalement, non, les gens ils y vont, puis forcément, ça laisse passer un sourire parce que c'est une émotion qui nous amène à un souvenir passé, je pense, qui est universel. Je pense que tout le monde a fait ça dans les cuisines où la maman faisait un petit gâteau au chocolat, où on mangeait un gâteau pas cuit. On l'aimait beaucoup, pourtant il n'était pas cuit. J'arrive, disons, il y a 8 ans, je ne sais pas qui je suis encore vraiment. Je me pose encore beaucoup de questions, mais je crois que pour trouver les réponses, il faut trouver la maison dans laquelle on se sente bien et dans laquelle on peut s'épanouir pleinement, sans concession. Et donc voilà, Baumanière m'a aidé à ça, évidemment, hein, parce que c'est une maison pour faire une cuisine qui colle et c'est une maison honnête, sans esbrouf. Voilà, et je fais une cuisine comme ça parce qu'au fond, je pense que je suis comme ça aussi. Monsieur Charles est comme ça, et donc finalement,
on fait dans nos assiettes ce que nous dictent les pierres, quoi. Les murs, l'histoire. Pour faire plaisir à Monsieur Charial, tu lui fais quoi manger? Des trucs très simples, hein. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Mon Charles, il mange un plat, un petit dessert s'il y a, puis après c'est fini, ça va très vite, hein. Non, il est très simple, Charles. Tout tant que c'est bon. Alors dis-moi, ce chariot magnifique qui ne passait pas la porte, c'est quoi le point de départ? Le point de départ, c'était de créer bien sûr un chariot infusion. C'était pour remplacer les fruits confits. Voilà, je pensais qu'il était d'une lourdeur chargée de sucre et qui venait finir le repas, à mon sens, avec trop d'attention presque. C'est-à-dire que je voulais contrebalancer ce côté sucré et donc arriver avec quelque chose finalement de... Presque pour moi, je l'ai conçu comme une brosse à dents, en vérité. C'est-à-dire que ça, c'est très frais, plein d'herbes qui vous aident à digérer. Et l'idée, c'est surtout de rincer les joues, la langue, le palais, et de partir pratiquement de quitter le repas en ayant quelque chose de neutre pour mieux réfléchir à ce qu'on a passé comme moment. Donc on a fait une décoction avec les herbes du jardin qu'on sert systématiquement en fin de repas. Et donc l'idée de ce chariot, c'était de faire un espèce d'hybride entre le tricycle et la brouette. Mais l'objet est tellement beau. Alors on a mis, c'est pareil, on a mis un an et demi à le faire, hein, ce petit chariot là. Parce que je voulais surtout pas qu'on coupe un arbre pour faire ce plateau. Et donc il nous a ramené... toutes les semaines, il revenait avec un plateau différent. Non, pas celui-là, non, pas celui-là. Et puis surtout, il fallait qu'il passe à travers les portes. Donc en fait, aujourd'hui, ce qui nous a permis de passer à travers les portes, et finalement, c'est ce plateau qui nous a aidé à trouver la solution. C'est-à-dire qu'il avait une certaine fragilité naturelle à cet endroit-là. Et finalement, on en a fait un plateau. Ce qui nous permet de passer les portes sans problème. Et finalement, on a fait, c'est comme les shampoings, on a fait 2 en 1. Voilà. La mousse de rougier a bougé? Le rougier lissé a beaucoup bougé, parce qu'aujourd'hui je l'exprime avec une autre approche, c'est-à-dire que j'explique dans ce plat la fadeur. Quand tu arrives, il est comment? Mais il n'y est pas déjà, c'est-à-dire qu'ils le font plus ce plat-là. Moi je l'ai trouvé dans les archives parce qu'à l'époque où j'arrive, on fête les 70 ans de Baumanière, oui. Et on décide de faire 7 plats. Et donc un par tous les 10 ans, et finalement dans les archives je trouve la mousse de rougier. On l'a fait pour voir ce que c'est, et il s'avère que je trouve qu'elle est assez identitaire et qu'elle représente bien la Provence. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de soupe réduite, c'est corsé, il y a l'huile d'olive, enfin voilà, il y a quelque chose de très identitaire à la Provence. Et donc je dis ça c'est un plat intéressant, sauf qu'il va falloir le retrouver. Donc je décide de le faire une première fois avec une recette. Et puis les gens trouvent ça corsé, c'est vrai que faut être du sud pour aimer ce genre de saveur. Il y a une puissance aromatique et c'est vrai que c'est le goût, l'éducation au palais, elle est souvent liée à l'éducation. Et c'est vrai que si on vient du Nord, on n'a pas forcément ces goûts en ADN. Et donc je sais que j'avais des gens qui ne comprenaient pas toujours. On change l'appellation, on marque intense et corsé pour qu'on soit prêt à travers des mots au goût de ce qu'on va déguster. Et donc ça a changé beaucoup de choses. Et puis après, au fur et à mesure que je le goûte, je me dis que ce serait marrant parce que pour moi la 5e saveur c'est la fadeur. Et je pense qu'on peut l'exprimer tout à fait dans ce plat parce que dans la petite mousse conique, il y a l'umami pour moi. Et dans la petite réglette où il y a le rouget, pour moi il y a la fadeur. Et les saveurs, c'est quelque chose qu'on sort instinctivement. C'est-à-dire que si je vous fais manger ce plat sans vous l'expliquer, vous allez me dire que c'est fade. Et donc c'est intéressant d'expliquer qu'avec cette fadeur et la main de l'homme, on crée l'umami. Glenn Viel et Brandon Dehan, le chef pâtissier, sont arrivés à peu près en même temps à Baumanière. L'un pousse l'autre. Glenn est très joueur et c'est totalement contagieux. L'idée c'était de encore une fois mettre un souvenir, de rappeler un souvenir et puis en même temps faire sourire les gens. Donc moi j'avais toujours l'habitude de mettre mes petits gâteaux dans ma trousse. Et du coup l'idée c'est de représenter un peu l'idée de ce petit biscuit qu'on vient manger comme ça, avec le petit verre de lait à côté. On a repris un petit verre de cantine comme on avait quand on était petit. Et l'idée c'est de venir tremper le petit biscuit dans le lait. Et à côté on met un petit crayon en chocolat. Hop. Et comme ça, les gens peuvent aussi écrire avec le crayon.
Et du coup, quand on a créé cette mignardise, c'est vrai que les gens prenaient le crayon et écrivaient sur la table. Qu'est-ce qui t'écrivait sur la nappe? Bon, merci beaucoup. Des fois, il y en a qui marquaient des mots, voilà, c'était magique, exceptionnel, et ainsi de suite. Et c'est vrai que quand on a créé ça, je me suis dit, je vais changer, je vais trouver autre chose. Et après, je me suis dit, il faut que j'aille vraiment jusqu'au bout du projet. Et du coup, on avait fait un petit exercice. Et c'est vraiment d'écrire, les gens nous écrivent un peu ce qu'ils ressentent sur le repas. Et puis voilà, après, comme ça, au moins, toutes les équipes, comme ça aussi, peuvent voir ce que les gens en pensent. Et ça, c'est qu'une partie de ce qu'on a. Authentique, unique, magique, naturel, identitaire, romantique, bluffant, unique, harmonieux. Il y a plein de... Voilà, bon. C'est chouette. C'est marrant. C'est joueur en tout cas, encore une fois, on termine sur une petite touche comme ça, de participatif, moi j'aime beaucoup. Puis le fait d'écrire avec des fautes aussi à la fin, forcément ça fait sourire les gens, quoi. Il y en a qui se demandent si c'est vraiment moi qui fais des fautes. Mais souvent ça fait sourire les gens, quoi. Après, il y a des artistes Ouais, aussi. il y a des petits cœurs. Il y a vraiment tout. La table est une mise en scène poétique. S'ils ajoutent un escargot, Glenn voudra dessiner sa trace au pinceau, comme si le gastéropode sortait de l'assiette. Là c'est juste donc de la cassonade. Et l'idée c'est de faire comme une crème brûlée. On voit le granité aussi. Tu pourras faire une petite trace sur l'assiette? Ouais, c'est Vas-y, vas-y. La peau de fraise sucrée au soleil, du coup on est vu brûlé comme une crème brûlée, ce qui fait qu'on a vraiment le côté un peu de la fraise confite, cuite. Et ici donc on va retrouver le côté fraise fraîche, avec du coup le côté de la fraise gazeuse avec le petit granité aux fraises. Dessus on vient rajouter une base de crème brûlée à la fleur d'oranger et à la vanille. Et à côté donc on commence d'abord par la tartelette aux herbes. Voilà, complètement... J'ai l'habitude. Sur les frontières. Et l'autre jour, quand je fais la fraise, il me dit ouais, pour être marrant de mettre un escargot avec. Je dis ouais, comme ça on fait le remake d'il y a 6 ans, quoi. C'est sûr qu'on avait fait un plat qu'on n'avait jamais sorti d'ailleurs. Ah, jamais sorti. Mais bon, C'est fraise petit pois. Fraise petit pois, mais en forme avec vraiment l'escargot dans l'assiette. On avait roulé la guimauve, tu sais, pour reprendre la carapace avec le truc et tout. Et finalement, c'était les prémices de ce qu'on essaie de faire aujourd'hui à travers l'humour, finalement, la simplicité, l'image, la poésie, etc. C'était il y a 6 ans. Sans le savoir, finalement, on commençait déjà à développer ce qu'on ça. fait aujourd'hui. J'ai pleuré. On était déjà hier ce qu'on est aujourd'hui, quoi. C'est juste de la pomme en fait qu'on a taillée, hein, c'est une pomme ancienne qu'on a taillée on va dire très très fin dans un sens et très très fin dans l'autre, ce qui fait qu'en fait on a mis un support en bas pour éviter que ça aille jusqu'au bout. Et donc, du coup on a une fine épaisseur au fond qui fait que ça retient toutes les fines lamelles, quoi. Et après on la cuit au four pendant 2 heures en l'arrosant assez souvent et à la fin ça nous rend ça. Et là on la nourrit pour vraiment lui donner encore plus de gourmandise. Ce qu'on a trouvé aussi par rapport aux fruits et les légumes, c'est que le fruit est plus compliqué. C'est-à-dire qu'un fruit, si il pousse derrière une feuille, il va moins capter le soleil, il sera moins sucré. C'est marrant, je m'étais rendu compte de ça en mangeant des fraises. J'avais mangé 500 grammes de fraises, j'avais l'impression qu'aucune fraise avait le même goût. Et je me suis dit, c'est fou. Finalement, on a commencé à manger des figues aussi dans les arbres. Et selon son exposition et l'endroit où elle se trouvait dans la branche, eh ben, elle était complètement différente. Et donc on a travaillé le fruit un peu différemment. Souvent on a réduit des fruits pour les reconcentrer. Ou on a travaillé la peau, les extérieurs des fruits, parce que ce qui finalement capte le soleil est plus sucré. Donc c'est pour ça que d'ailleurs le prochain dessert qu'on va faire, c'est la peau de fraise sucrée au soleil, on l'a appelé. Donc on récupère que l'extérieur de la fraise qui a capté le soleil. Et comme nous on prend des vitamines et on bronze, ben, on a travaillé vraiment que l'extérieur de la fraise. C'est là où elle prend sa forme d'anémone.
Déjà, elle commence à prendre l'idée, quoi. Tiens, Bredon. Qu'est-ce que tu mets dedans? Là, on met des toutes petites bouteilles en tuile. Hein. On a fait nous en tuile. L'idée, c'était un peu de représenter aussi les fonds marins, hein, parce que tout le monde le sait, tout le monde sait, une partie des gens le savent, mais les fonds marins sont pas beaux. Donc du coup, l'idée, c'était aussi de représenter, voilà, d'avoir aussi un petit message de conscience, d'avoir les fonds marins représentés dans l'océan. C'est vrai que maintenant, quand on va faire du snorkeling, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément que des coquillages dans l'eau et que des poissons. Malheureusement, l'impact de l'homme dans les océans, dans les mers, a vraiment une incidence. Et donc, nous, on l'explique à travers le dessert. Et C'est ça, une petite arête de poisson. des poissons morts, des poissons vivants, des bouteilles d'eau. Là, c'est une petite gelée de pommes Granny Smith pour apporter un peu d'acidité. Et la fraîcheur qu'on ne retrouve pas forcément sur un fruit cuit. Elle a un petit peu de réduction de vinaigre de cidre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que avec ta 8e année à Baumanière, tu as atteint une certaine maturité dans ton identité? Oui, je pense, mais vous savez, souvent, comme les chanteurs, à chaque fois qu'ils sortent un album, c'est toujours l'album de la maturité. Donc aujourd'hui, je fais ce que je fais à 42 ans. Certainement à 50, je ferai différemment, mais ça s'appelle l'évolution. Mais aujourd'hui, j'ai pas de contrariété, j'ai beaucoup de convictions, peu de certitudes, c'est vrai, mais j'avance comme je suis et je me fourvoie pas et je me mens pas. Je me suis un peu décalé, hein. Quelque chose que tu veux rajouter? Ça va? Tout va bien? Elle a craqué complet. Elle a craqué complet. On est en train de la perdre. Je passe par où?